Donc aujourd'hui, pour ce petit webinaire printanier, l'idée c'est de parler de pollution plastique et je vais me faire un peu la voix des différents travaux scientifiques et des différentes mesures de gestion qui sont prises sur cette thématique en estuaire de Seine. Donc vous verrez à chaque fois sur les diapos, j'ai remis un peu les logos des collaborateurs sans qui on n'aurait pas tous ces résultats-là. Alors, tout d'abord, pourquoi s'intéresser à la pollution plastique assez rapidement, et on le voit très bien sur ce graphique-là, on a une production de plastique en croissance constante depuis la moitié du XXe siècle, et globalement, on estime que la moitié du plastique qui existe aujourd'hui a été fabriqué depuis les années 2000. Donc, quelque chose qui est de plus en plus prégnant comme utilisation de matériaux. Ce plastique-là, on a des granulés plastiques qui servent du coup à fabriquer des objets qu'on utilise dans notre quotidien, donc de très nombreux usages, et qui sont souvent éphémères. Et on voit le petit cycle du plastique rapidement. Souvent, voilà, on part de nos granulés, on a un usage et ça finit en décharge pour une bonne partie des objets plastiques où on estime que globalement aujourd'hui, la moitié du plastique qui a été produit est devenu un déchet. Donc, parler de plastique, c'est aussi parler de ce cycle-là et de cette production de déchets. Alors, le cycle du plastique est assez proche finalement quand on le couple par rapport au cycle de l'eau, comme on le voit sur la figure sur la gauche. Et nous, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est les apports et les exports et ce qui se passe dans la dynamique du cours d'eau, du fleuve et de l'estuaire, forcément sur ce qui nous intéresse le plus. Mais voilà, avoir en tête que quand on parle de plastique, il y a aussi le compartiment atmosphérique, il y a forcément les usages, il y a tout ce qui se passe dans le milieu aquatique et les fuites vers le milieu aquatique avec, in fine, une concentration dans des gyres océaniques qui sont des zones où les courants vont accumuler les débris plastiques qui vont dans l'océan. On estime globalement entre 0,4 ou 4 millions de tonnes par an de macroplastiques qui fuitent vers les océans. Donc ça, de manière assez générique. Et dans l'estuaire de Seine, qu'est-ce qu'il en est? Donc ça va plutôt être le propos du jour. Donc je vous ai mis sur la gauche la problématique pollution plastique, donc l'estuaire tel qu'on voudrait pas trop le voir, et sur la droite, d'autres images du même estuaire, de choses qu'on aime un peu plus voir, et de voir finalement comment se fait le lien ou la cohabitation entre tout ça. Alors, petite, on va dire, vigilance à avoir. Quand on parle de plastique, on ne parle pas toujours de la même chose. Et quand on compare des données, il faut toujours être très vigilant à ce qu'on dit, à ce qu'on compare, parce que une mesure de plastique en fait pas une autre. Et sans rentrer dans le détail de ce schéma-là, on voit bien qu'à chaque question qu'on se pose, que ce soit sur la composition chimique, sur l'état des plastiques, est-ce qu'on parle des plastiques solides, est-ce qu'on parle des gels, leur degré de solubilité, leur taille, leur structure, leur couleur, leur origine. En fait, il y a plein de plastiques différents. Et finalement, quand on a des données sur des plastiques, c'est toujours assez parcellaire par rapport à tout ça. Et finalement, un plastique en vaut pas un autre. Il faut être assez vigilant, comme je vous disais, quand on compare les données. Donc là, c'est ce qu'on a essayé de faire pour vous faire quand même ressortir les messages principaux de ce qu'on a. Mais quand même, avoir ça en tête, c'est assez important. Alors, en estuaire de Seine, quelle pollution plastique on a? Alors, on retrouve une grande diversité de plastiques avec un continuum de taille qui a été observé en estuaire de Seine où les scientifiques ont surtout travaillé sur les tailles supérieures à 50 micromètres, donc les microplastiques qui vont jusqu'à quelques millimètres. Après, on a les mésoplastiques qui sont de quelques millimètres à l'ordre de 2 cm, 2 cm et demi, et les macroplastiques qui sont les plus gros. Et c'est ce continuum de taille qui a été étudié en Seine. On retrouve différentes formes de plastique. On a des fibres, comme on le voit sur la photo du haut, on a des fragments, on a des microbilles aussi, donc une diversité de formes et une diversité de nature aussi et de couleurs, comme on le voit là sur les différentes photos en bas à droite, avec différents polymères qui sont retrouvés et différentes couleurs. Alors, ces plastiques en Seine, on les retrouve où? On les retrouve dans toutes les matrices dans lesquelles on les a recherchées. Elles ont été recherchées dans l'eau, dans les sédiments, dans des organismes aquatiques. Et globalement, on a une imprégnation qu'on va
qualifier de modérée à forte en microplastique, donc les plus petits. Dans l'eau, pour vous donner un chiffre, on a quelques fragments de plastique, de microplastique par mètre cube d'eau, par exemple. Dans et ce qui place, voilà, ce qu'on voit sur la figure, la Seine, dans la bonne moyenne, on va dire, des estuaires mondiaux, quand on compare un petit peu ce qu'on peut avoir en données à l'international. On en retrouve aussi pas mal sur les fonds, surtout dans les zones où il y a des faibles courants, donc on pense soit à des bassins portuaires, à l'embouchure aussi, certaines zones où on a pas mal de macroplastiques qui remontent quand il y a des traits de chalut qui sont faits. Et sur les berges, on y reviendra par la suite, où il y a des zones d'accumulation et de stockage de tout ce continuum plastique. Là, c'est ce qu'on peut voir sur une photo, sur la photo à gauche, où là, on a une accumulation de beaucoup de débris plastiques et un calcul, enfin une mesure qui avait été faite sur 1 mètre carré dans ces zones-là, où il y avait 8 kilos qui avaient été prélevés. Sur ces 8 kilos, il y avait 4 kilos de plastique, et ce qui représentait plus de 100 000 items différents. Donc, vous voyez, quelque chose d'assez prégnant. Et dans le biote, de la même manière, des microplastiques ont été retrouvés à la fois dans des poissons, à la fois dans les crustacés et dans les vers, donc essentiellement dans le tractus digestif. Mais pour vous montrer cette omniprésence du plastique dans tous les compartiments, dans toutes les matrices pour lesquelles ils ont été recherchés. Alors, cette connaissance aujourd'hui qu'on a de la pollution plastique en Seine, elle a énormément progressé depuis quelques années. Hein. C'est un sujet dont les scientifiques se sont emparés pour l'estuaire de Seine il y a quelques années. Et on a globalement une connaissance bonne à moyenne pour ce qui va être des macroplastiques, notamment dans l'eau, sur les fonds marins, et des microplastiques dans la colonne d'eau, sur les fonds, dans les sédiments ou dans les organismes aquatiques aussi. Aujourd'hui, on n'a pas encore été regardé dans les organismes terrestres. Sur les berges, les microplastiques, c'est des choses qui sont en cours. Donc, vous voyez, on essaye un petit peu de compléter, de parfaire cette connaissance-là avec les différentes équipes scientifiques avec qui on travaille sur ce sujet-là. Alors, la question de la pollution plastique en estuaire, elle est assez particulière. Dans l'estuaire, on a la marée, et ce qui va créer une dynamique assez particulière dans pas mal de choses qu'on va regarder dans la Seine, hein, sur d'autres thématiques, mais aussi sur la pollution plastique. Donc, quelle est la dynamique de cette pollution en estuaire de Seine ? Alors, la première chose, sans surprise, hein, les plastiques, ils viennent de l'amont, ils se transfèrent de l'amont vers l'aval, et tout ça en lien avec le débit. Quand on a des conditions de débit qu'on va qualifier de normales ou de moyennes, on a des transferts plutôt lents, avec des plastiques qui peuvent faire quelques kilomètres par jour. Et en conditions de crue, c'est ce qu'on va voir sur la figure de droite, on a un flux de plastique qui est beaucoup plus important, qui est à peu près 100 fois plus important en fort débit qu'en faible débit pour ceux qui ont été regardés. Et là, un temps de transfert qui va être de l'ordre de la petite vingtaine de kilomètres par jour, donc quelque chose d'accéléré en période de crue et un apport plus important. Une fois qu'on arrive dans l'estuaire, je vous disais tout à l'heure qu'on a la marée. Donc, le phénomène de marée, avec les marées hautes, les marées basses, font qu'on a des séquences d'échouage et de remobilisation de ces déchets. À marée haute, globalement, ils vont se déposer en haut de la berge, donc plus ou moins haut selon la marée et selon le débit. Ils vont être déposés là et pourront être pris à la prochaine marée si on est en marée montante ou si le débit monte, ou un peu plus tard si ce n'est pas le cas. Donc, on a ces séquences. Voilà, là, hop, la petite animation fonctionne. Hop. Ouais, non, elle ne veut pas. Bon. Normalement, on voit, en fait, il y a eu des travaux qui ont été faits où des déchets ont été marqués, donc avec les petites bagues rouges qu'on voit. Et sur certains, il y avait des GPS qui ont été placés pour suivre, en fait, la dynamique et comment se déplacent ces déchets. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils vont, en gros, ils suivent la marée, ils vont d'avant en arrière, donc d'amont en aval, de façon régulière, avec des temps de pause sur les berges, donc ces séquences d'échouage, de remobilisation et un déplacement progressif et par séquence vers l'aval. En conditions de crue,
on a des échouages forcément qui peuvent se faire plus haut sur la berge et qui peuvent alimenter des zones d'accumulation et pas nécessairement être remobilisées à court ou à moyen terme. Alors, ces zones d'accumulation, en fait, il y en a pas mal en bord de Seine, on y reviendra, et elles ont surtout un comportement compressant et différent selon la typologie des berges qu'on va avoir. Sinon, si on est dans une berge, sur une berge concave, sur une berge convexe, selon la nature de la berge, si on est sur une plage de gravier, de cailloutis comme on voit là, si on est une zone un peu plus végétalisée, selon la pente, selon on est plutôt à l'amont ou à l'aval dans l'estuaire. Et donc, toute cette différence de typologie de berge va jouer sur leur dynamique. Donc ça, c'est des choses qui sont à l'étude. Avec différentes équipes scientifiques, et on voit là sur cette carte les différents sites qui sont investigués actuellement avec différentes stratégies où on peut regarder des déchets qui ont été marqués, un petit peu comme tout à l'heure, je vous disais là, il y a des bagues qui ont été mises sur des déchets, donc voir une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois après, est-ce que ces déchets se sont déplacés? Il y a aussi des suivis de déchets qu'on va dire marqueurs qui sont toujours présents sur le milieu, par exemple des bouchons, et d'aller comptabiliser à différentes périodes le nombre de bouchons qui peuvent se déposer pour voir quelle accumulation ou quelle alimentation on peut avoir dans ces zones de dépôt. Donc ça, c'est des travaux du projet Litterbank là, qui sont encore en cours. Et un résultat préliminaire de ce que ça peut donner. Donc là, c'est un site à Iville-sur-Seine. Donc là, on voit une grande plage, ce qu'on voit sur la photo. Des déchets en rouge qui ont été marqués et qui ont été régulièrement recherchés sur ce site-là. Et quand on replace sur un graphique ce qu'on voit sur la gauche, le profil de la berge, de la Seine jusqu'en haut de berge, là, en marron. Les points verts, c'est les déchets qui ont été marqués, et les croix, c'est où est-ce qu'ils ont été retrouvés, plusieurs jours ou semaines après. Et globalement, on voit sur un site comme ça, qui est plutôt dynamique, une remontée vers le haut de la berge des différents déchets, et certains déchets qui vont sortir du système et sûrement aller se redéposer sur un site à proximité plus ou moins importante. Donc, ce genre de suivi-là, c'est des choses qui ont été faites là, sur les différents sites que je vous montrais tout à l'heure. Donc, ils vont pouvoir permettre d'éclairer, selon la typologie des berges, comment est-ce que ces sites de dépôt vivent. Alors, pour certains, quand on va encore un peu plus haut sur la berge, on a des zones qu'on va dire des zones d'accumulation, de stockage, là, comme on le voit sur la photo. Donc, c'est des sites qui sont souvent un petit peu en arrière de berge, où les déchets peuvent être piégés, soit lors des grandes marées, soit en période de crue, et sont piégés avec pas mal de débris végétaux aussi. Mais vous voyez là une grande proportion de plastique. Et quand on compile un peu les différents suivis et connaissances du terrain qu'on peut avoir, on estime qu'on a une 50 à 60 zones d'accumulation identifiées en bord d'estuaire de Seine, alors avec on va dire sur des surfaces plus ou moins grandes, avec des densités plus ou moins importantes de déchets plastiques, mais on a quand même un nombre de sites relativement important. Et quand on regarde dedans, c'est des déchets plutôt anciens. Donc là, ça avait été quantifié, 70% des déchets avaient plus de 3 ans. Donc on voit cette accumulation sur le moyen et même sur le long terme, parce qu'il y a des déchets qui ont été retrouvés qui datent de plusieurs décennies. Donc cette accumulation de déchets. Alors, une des questions qui se pose et qui est explorée sur ces questions-là, c'est est-ce que ces zones d'accumulation de gros déchets sont favorables à la fragmentation de ces déchets plastiques en déchets plus petits. Il faut savoir que le plastique, c'est quelque chose qui ne se dégrade pas, c'est quelque chose qui se fragmente. Donc, les gros morceaux deviennent les macros deviennent des mésos, puis des micros. Donc, on a ce gradient de dégradation, de fragmentation, qui va dépendre de beaucoup de choses. Et la question, c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on observe sur notre site en bord de Seine? Donc là encore, un premier résultat où les microplastiques sur ce site, là, Marais-Vernier, donc là où on a l'accumulation de pas mal de plastique sur cette laisse de Seine. Au passage, vous voyez les déchets peints en rose, c'est nos déchets marqués que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est ceux qui ont été recherchés plusieurs fois. Et on voit nos concentrations en microplastiques de l'ordre de quelques centaines d'items par kilo de poids sec, à quelques milliers donc sur la zone un peu plus plage. Et quand on va dans la laisse,
ou en arrière, là, on a jusqu'à 10 000, même jusqu'à plus de 200 000 items par kilo. Donc, on pressent un petit peu cette accumulation aussi de microplastiques sur ce gradient-là. C'est quelque chose qu'on peut, qui a été regardé sur différents sites, donc des sites de l'aval jusqu'à l'amont, sans rentrer dans le détail du graphe. Globalement, nos histogrammes marrons, on est sur plutôt les faciès vaseux en bas de berge. Les faciès un peu plus sableux, un petit peu plus haut quand il y en a en jaune, et ce qu'on a appelé sol en vert, donc là plutôt sur la laisse de Seine ou derrière. Et on voit que c'est dans ce compartiment-là qu'on a le plus de déchets, et de façon significative. Hein, vous voyez, on est en échelle log, donc on passe de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers d'items par kilo de poids sec pour ces microplastiques sur ces zones-là. Un autre élément sur ces zones d'accumulation ou sur des décharges en érosion, hein, comme c'est le cas là à Dolmar, une décharge littorale qui a au nord du Havre. La question, c'est est-ce que ça peut être aussi des sources de plastique vers le milieu? Et là, il y a une étude qui avait été menée où il y avait des microplastiques qui avaient été recherchés dans l'eau et dans les moules en sortie de la station d'épuration du Havre, dans le port du Havre et sur le littoral. Et on voit qu'on a donc des apports qui sortent qui sont retrouvés en sortie de la station d'épuration, une espèce de dilution, et là un gros pic quand on se retrouvait en face de la décharge de Dolmar, et un pic avec des apports plus importants que ceux qui peuvent être apportés par le système d'épuration urbaine au niveau du Havre. Donc voilà, c'est juste cet élément pour vous montrer que la question des apports en Seine, forcément, les stocks historiques ou les stocks déjà en place peuvent être prégnants et significatifs par rapport à des apports de fonctionnement actuels. Et ça, c'est quelque chose, on y reviendra tout à l'heure, qui est assez important et assez typique de la Seine, enfin de l'estuaire en tout cas. Alors, pour documenter ça, il y a des suivis qui se mettent en place, notamment dans le cadre de la directive cadre pour la stratégie milieu marin, hein, donc la DCSMM, avec différents réseaux qui sont opérés par le CEDRE, de suivi des macro et des micro-déchets sur le littoral, donc là les points bleus et les points jaunes, et quelques sites de macro-déchets qui sont issus du bassin hydrographique. Donc là, l'idée, c'est en estuaire, pour ce qui concerne la Seine, on a 2 sites, de regarder sur un linéaire d'une centaine de mètres de berge, 4 fois par an, le nombre de déchets plastiques qu'on peut observer. Donc, il y a un site à l'amont de Rouen, sur l'île Sainte-Catherine, où on a quelques saisons de suivi. C'est un site qui a été ouvert l'année dernière. Donc là, on a quelques centaines à quelques milliers de déchets sur ce linéaire de 200 mètres, donc qui va permettre de suivre un petit peu l'évolution, de regarder si on va avoir des tendances sur ces sites-là. Et un second site là, qui va s'ouvrir ce printemps-là à Yainville, donc un peu dans la partie un peu plus dynamique de l'estuaire, donc à l'aval de Rouen. Et donc ça aussi, ça va venir nourrir notre connaissance et commencer à regarder aussi des évolutions à la fois en Seine et des comparaisons avec d'autres systèmes au niveau national. Alors, toute cette pollution plastique, quel impact a-t-elle sur les organismes aquatiques qui sont présents en estuaire de Seine? Alors là, il faut différencier les macroplastiques, donc les gros, qui vont plutôt avoir des effets ou des impacts directs qui peuvent engendrer des surmortalités sur des mammifères marins ou sur des oiseaux qui peuvent s'étouffer, qui peuvent s'étrangler, ou on peut avoir des perforations aussi de l'estomac s'ils ingèrent des choses pointues. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas particulièrement documentées en Seine, c'est des choses un peu plus génériques. La donnée qu'on a un peu plus spécifique, alors pas à la Seine, mais au système Manche, c'est des suivis OSPAR, avec le bol alimentaire quelque part d'oiseaux marins qu'on retrouve échoués sur les côtes, et on regarde le pourcentage de ces oiseaux qui ont plus de 100 mg de plastique dans leur estomac, et vous voyez qu'à l'échelle du système Manche-Mer du Nord, c'est sur le littoral de la Manche qu'on a ce pourcentage le plus important. Donc une donnée un petit peu macro sur ces éléments-là. Et donc ça, c'est la question plus impact des macro-déchets, macroplastiques.
Et pour l'impact des microplastiques, ce qui va nous questionner, c'est qu'en fait, les plastiques sont constitués d'éléments chimiques, de différents éléments chimiques, qui peuvent avoir une toxicité intrinsèque. Ces plastiques aussi, quand ils sont dans le milieu, peuvent avoir une tendance à absorber certains autres polluants. On peut penser à des PCB, des HAP, des pesticides, qui vont s'absorber sur les plastiques. Et quand ils sont ingérés, mais finalement, les organismes aquatiques qui vont ingérer ces plastiques vont être exposés à la pollution chimique qui est portée ou constitutive des plastiques. Et c'est ça qui pose question sur cet impact de la pollution plastique. Alors, en Seine, il y a quelques expérimentations qui ont été faites. Et ce qui a été vu, c'est qu'on avait un transit assez rapide chez des vers et chez les sols de ces plastiques, enfin ces microplastiques, donc il y avait une capacité d'ingestion et d'ingérer aussi ces plastiques-là. Il y a un transfert trophique qui a été vu chez la sole, où il y avait ces petites proies qui avaient été nourries avec une nourriture où il y avait un peu de plastique et qui sont transférés en tout cas le long de cette petite chaîne alimentaire entre cette proie pour les sols et les sols. Il y a aussi des expérimentations d'exposition aux substances chimiques qui ont été faites, enfin aux substances chimiques associées au plastique, et n'ont pas été vues d'effets aigus, donc on n'a pas vu d'effets vraiment à court terme, mais sur le moyen terme, il y a quelques éléments qui ont été vus sur le comportement de camouflage chez la sole, par exemple, sur le sexe ratio d'un petit crustacé également. Donc, on a vu quelques premiers éléments qui viennent apporter des bouts de réponse à cette question de l'impact, mais surtout ces microplastiques, finalement, dans un contexte d'estuaire de Seine multicontaminé avec pas mal de substances chimiques aussi, les microplastiques font partie de ce cocktail de stress chimique plastique qui va participer aux effets qu'on peut observer à moyen ou à long terme sur les organismes aquatiques, dont on sait que l'état de santé n'est pas forcément optimum. Et les plastiques participent certainement à ce cocktail de pollution et à cet état, on va dire, dégradé de la santé des organismes aquatiques estuariens. Dernière question sur cette pollution plastique. Quelle gestion quelle gestion en est faite en estuaire de Seine? Je vais surtout zoomer sur les ramassages qui sont faits, parce qu'il y a finalement pas mal d'initiatives, parfois anciennes pour certaines d'entre elles, en estuaire de Seine. On a à la fois des ramassages qu'on va dire continus. Là, j'aurai une diapo après là-dessus, sur des ramassages qui sont faits tous les jours sur les berges de Seine. Il y a des captages aussi qui sont faits avec des barrages flottants ou avec des zones qui permettent, notamment aux écluses, qui permettent de récupérer ce qui passe par les barrages, et aussi une expérimentation avec des filets en réseau du réseau d'assainissement, je vais y revenir aussi. Et à ces ramassages, qu'on va dire continus, il y a aussi beaucoup d'opérations plus ponctuelles qui peuvent être récurrentes, voilà, avec la Maison de l'Estuaire notamment, Aquaco, la mission Milton sur le Cailly, il y a pas mal d'initiatives citoyennes qui peuvent se faire avec des clean-up également. Donc finalement, il y a beaucoup de ramassages qui sont faits, et puis on estime globalement, à cette échelle-là, c'est autour de la centaine de tonnes par an qui sont ramassées dans l'estuaire de Seine. Et c'est important parce que finalement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire sur les berges de la Seine ou ce qui transite en Seine qu'une fois que ces déchets sont en mer, où là, ils sont beaucoup plus compliqués à les récupérer. Et finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, les déchets plastiques avec le système de la marée se déposent à un moment ou à un autre sur les berges de l'estuaire, et finalement, c'est leur dernier stop avant la mer. Et on sera beaucoup plus efficace à les ramasser sur ce dernier stop qu'une fois en mer. Donc vraiment l'importance de ce ramassage-là. Juste pour zoomer sur deux opérations, donc celle qui est faite sur les berges par Naturolin, qui est une association d'insertion professionnelle, sous pilotage du département 76, où ils ont une quinzaine de sites à l'aval de Rouen, où ils vont très régulièrement une diversité d'objets là qui sont illustrés par ces différentes photos qui sont ramassées. Et depuis 2020, c'est 25 tonnes qui ont été ramassées par ces équipes. Donc ça, c'est quelque chose qui perdure depuis pas mal d'années aussi maintenant, et qui nous permettent aussi d'avoir un suivi finalement à travers ce qu'ils ramassent, de ce qui se dépose,
et de tonnages qui sont ramassés par site, et là aussi qu'on pourra coupler avec un peu la typologie des différents sites. Donc là, c'est des données là aussi assez riches au-delà du ramassage, donc de venir aussi nourrir cette connaissance-là. Une autre opération qui est celle faite, pilotée par la métropole de Rouen, qui a installé des filets maillés comme ça en sortie du réseau d'assainissement, pour finalement filtrer grossièrement ce qui sort de ces réseaux où il y a surtout le réseau pluvial qui va sortir et des éventuels débordements en cas de grosse pluie du réseau d'assainissement. Et il y a un suivi aussi, là, une typologie qui a été faite de ces déchets-là, dont les plastiques. Donc, c'est ce qu'on voit sur la droite. Là, c'est un exemple de ce qui a été capté à Amfreville, je crois, pour celui-ci, où on voit essentiellement des plastiques. Et dans ces plastiques, il y a beaucoup de lingettes, chose qu'on ne trouve pas sur les berges de Seine. Donc, on voit bien que c'est assez complémentaire, ces suivis-là. Pas mal aussi d'emballage de nourriture ou d'éléments liés à la cigarette. Donc, ça permet aussi là d'avoir une typologie et puis derrière d'avoir aussi une communication envers ces mini bassins versants, parce que comme c'est le réseau d'assainissement, finalement, ça draine juste des petits bassins versants, donc de voir de ce qui vient essentiellement de la voirie sur ces zones-là. Et ça représente depuis 2021 environ 10 tonnes de déchets plastiques en poids sec qui ont été captés par ces systèmes-là. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les ramassages, c'est bien, c'est indispensable, c'est efficace, mais c'est pas forcément suffisant parce qu'on a encore un flux résiduel à la mer qu'on estime entre 100 et 200 tonnes par an, donc à peu près du même ordre de grandeur que ce qui est ramassé, même un peu au-delà. Et en Seine, on a forcément les opérations de réduction des usages, réduction des apports vers le milieu, qui sont quelque chose des politiques un peu plus générales qui sont très importantes à mener. Mais on a aussi cette problématique des zones d'accumulation, comme je vous évoquais tout à l'heure. Donc, on a beaucoup de sites où on a des déchets qui sont en place, qui vont forcément finir à un moment, à un autre, à moyen ou à court terme, ou sur le plus long terme, qui vont finir en Seine et en mer. Et donc, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace d'aller les ramasser une fois qu'ils sont en place aujourd'hui que plus tard, une fois qu'à la faveur d'une grande crue, d'une tempête, ils peuvent se retrouver en Seine et dans le milieu marin. Donc, cette gestion des zones d'accumulation qui est vraiment importante et spécifique à la Seine et qu'on peut relier aussi à la problématique de contaminants chimiques anciens, où là aussi on a des stocks en Seine. Donc, ça se rapproche souvent de sur certains éléments de gestion, sur cet héritage un peu d'usage ancien ou de pollution ancienne qu'on a en estuaire de Seine aujourd'hui à gérer. Donc, pour résumer ce que je vous ai dit, la pollution plastique en estuaire de Seine, donc une présence confirmée dans l'eau, dans les sédiments, dans les organismes aquatiques, une première quantification des flux qui vont à la mer et des éléments pour comprendre la dynamique de ces déchets-là plastiques dans l'estuaire de manière générique et avec un zoom sur les zones d'accumulation qui est en cours. Des effets avérés à moyen long terme sur la faune aquatique et des plastiques qui vont contribuer à ce cocktail de contaminants qu'on peut avoir en estuaire. Alors pour ce qui est en cours ou dans les choses à suivre ou à venir, il y a ces histoires de suivi de de macroplastiques qui transitent en estuaire de Seine, là aussi pour documenter l'efficacité des différentes mesures qui peuvent être prises notamment. D'aller un peu plus loin sur les zones d'accumulation, avec des questions qui se posent sur l'écotoxicité ou la pression toxique qui peut s'exercer sur les organismes animaux ou végétaux dans ces zones-là, de regarder l'écologie de ces zones d'accumulation. Ce n'est pas des zones sur lesquelles on va habituellement pour ça, mais ça pourrait être intéressant. Et à relier avec les problématiques de gestion des milieux aquatiques ou de restauration écologique, où cette thématique plastique doit être considérée dans ces gestions-là, même si elles sont plus orientées écologie. Des ramassages de sites d'accumulation, comme j'ai évoqué tout à l'heure, à expérimenter, ça c'est clair, et de voir comment est-ce que ça peut être, le milieu peut récupérer ou être réalimenté en déchets, comment est-ce qu'on peut optimiser cette gestion, les ramassages, est-ce qu'il faut y aller une fois de temps en temps, est-ce qu'il faut y aller régulièrement, enfin voilà, pas mal de questions qui se posent, et mieux on comprendra la dynamique, mieux on pourra optimiser l'action qui peut être faite sur ces ramassages-là. Et enfin aussi des choses, des études sur les trajectoires
socio-environnementales, on va dire, des débris plastiques. Qu'est-ce que nous apprend de notre histoire ces sites-là? Donc là aussi, ça peut être aussi un reflet un peu de notre activité intéressant à suivre. Alors, si vous voulez aller plus loin sur cette thématique-là, quelques ressources vraiment zoomées estuaire de Seine. Il existe plein de choses ailleurs. Et là, l'idée, c'est pas forcément d'être exhaustif, mais ce qui a été fait là dans le cadre de Seine-Aval. Donc, deux projets. Donc, projet Plastique Seine qui s'intéressait plutôt aux microplastiques. Donc, ça, c'est les résultats d'imprégnation que je vous ai évoqués et des effets. Le projet Macroplast, qui lui s'était plutôt intéressé à la dynamique des macroplastiques dans l'estuaire, et le projet Litterbank, là, lui, qui est en cours, qui va plutôt s'intéresser aux zones d'accumulation de macrodéchets. Je vous ai remis les logos des équipes scientifiques qui ont fait tout ce que je vous ai raconté, notamment avec le LESU, donc Romain Tramois, qui est très présent sur l'estuaire de Seine, et le LEE avec Johnny Gasperi aussi. Donc qui sont très présents là-dessus, et SOS Mal de Seine aussi avec Laurent Collas, qui a une très bonne connaissance de ce terrain-là et qui apporte son expertise, voilà, qui vont être un peu les têtes de pont sur la pollution plastique, enfin sur les scientifiques qui vont piloter ces études-là en estuaire de Seine. On a aussi des données de ramassage, des données de suivi, avec ce que fait notamment Naturolin. Donc là, c'est les différentes zones qui sont ramassées. C'est des données qu'on remet dans l'observatoire environnemental de l'estuaire de Seine, qui permet de voir un peu ce qui a été ramassé sur quel site. Et donc là, les différents organismes qui vont participer à ces ramassages-là, soit les faire, soit les piloter, soit les financer. Donc pas mal de connaissances là aussi. Des publications, enfin ressources un peu plus de plus ou moins vulgarisées. Donc il y a pas mal de publications qui existent, publications scientifiques qui existent. Il y a les rapports des projets scientifiques que j'ai évoqués. Il y a un fascicule qui avait été fait il y a 2 ans, je crois, qui fait vraiment ce résumé de notre connaissance sur la pollution plastique. Et on a aussi quelques articles de notre revue Tout s'explique qui permettent de vulgariser tout ça. Et donc ça, c'est disponible sur notre site web et accessible à tout le monde. Donc, avant de prendre les questions, voilà, je reprends vraiment un temps pour remercier tout le monde, scientifiques, gestionnaires, ramasseurs, financeurs, alerteurs, etc., qui ont remis sur le devant ou qui ont mis sur le devant cette thématique-là des déchets plastiques, qui était une zone grise pendant très longtemps. Donc là, depuis quelques années, on sent qu'il y a quand même une dynamique qui prend ou qui reprend, avec des choses à faire collectivement pour mieux comprendre cette pollution plastique, pour lutter contre cette pollution plastique et restaurer un peu l'estuaire pour cette thématique-là. Donc, merci pour votre écoute, et on a quelques minutes pour des échanges et des questions. Donc, je vous laisse à vos questions, soit dans le chat ou soit vous levez la main, comme vous voulez. Merci. Pas de questions, donc soit j'ai été super clair, soit j'avais pas allumé mon micro. Mais là, il aurait fallu me le dire avant. Alors, Émilie Nourrisson, Oui. allez-y. Alors, c'est pas Émilie Nourrisson, je sais pas pourquoi ça marque Émilie, c'est Séverine Villabessé, en fait, à la région Normandie. C'était pas. Alors, effectivement, c'était super clair. Donc, merci pour ces 45 minutes. Enfin, même pas, c'est 38 minutes. C'est juste pour rappeler que nous organisons les assises de l'économie circulaire. J'ai comme un écho, c'est pour ça. Et du coup, ce qui est spécialisé sur le plastique, et il y aura un atelier dédié au plastique sur le littoral et son impact. Et je vous invite tous à venir y participer. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, n'hésitez pas. S'il y a un lien, vous pouvez le mettre dans le chat. Je vais le mettre dans la. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vais Super. mettre le lien d'inscription dans le chat. Super, voilà. merci. Alors, j'ai Cédric Simonet qui a levé la main. Alors, bonjour à tous. Pareil, il y a un problème d'identification. C'est pas Cédric Simonet, c'est Claire Bertolone du port de Rouen. Moi, j'avais une question plus d'ordre juridique et de responsabilité.
Est-ce que j'ai pas, alors je suis désolée, j'étais pas là au début de la présentation, donc peut-être que tu en as parlé, Cédric. Mais au niveau de la responsabilité, enfin, on se pose la question. On a fait une réunion il n'y a pas très très longtemps avec plusieurs acteurs qui s'intéressent à cette problématique des déchets, et on s'est posé la question de savoir à qui il incombait la responsabilité d'intervenir sur le ramassage des déchets. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de, est-ce que c'est un déchet entre guillemets commun? Enfin, je sais pas si je suis claire dans ma façon de m'exprimer, mais voilà, nous, c'est vrai que sur le port, on a quand même plusieurs sites d'accumulation historique. On a des sites qui sont ramassés ponctuellement avec l'aide de Naturelin ou avec d'autres, à l'occasion, avec d'autres initiatives, mais on a ces sites d'accumulation assez forts de déchets, et on se pose la question en termes de responsabilité, est-ce que comme ces déchets s'arrêtent sur nos berges, on en est pleinement responsable, ou est-ce qu'on peut partager, entre guillemets, la responsabilité, et notamment derrière les interventions financières de nettoyage, de vidage de ces pièges un peu naturels qui se sont formés avec le temps? Voilà, est-ce que c'est des questions que vous avez essayé d'aborder? Non, alors pas directement, on n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus. Alors, il y a peut-être quelqu'un qu'on aura plus qu'on aura plus que moi. C'est vrai que nous, on l'a pas forcément regardé avec cet éclairage-là. À mon sens, c'est clairement une responsabilité collective où on voit, on peut tous s'en saisir, et voilà, l'idée c'est pas de se renvoyer la balle si c'est sur le terrain de l'un ou de l'autre. Et finalement, quand il y a des opérations, on voit bien que c'est mené par différents partenaires, que ce soit financier, que ce soit opérateur. Et c'est voilà, je pense que cet aspect collectif qu'il faut mettre en avant. Maintenant, juridiquement, non, c'est pas quelque chose qu'on a regardé. Moi, ce que j'en sais, c'est que si c'est pas fait, c'est peut-être que c'est de la responsabilité de pas grand monde. C'est un peu l'impression que j'en ai. C'est peut-être pas si clair que ça. Après, ça dépend si c'est les histoires de décharges, de zones d'accumulation, si c'est pérenne, pas pérenne. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé en tant que tel. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a plus d'éléments ou de précision là-dessus. Non. Je vais. Si Romain. Ok, ça marche, merci. Ouais, Romain qui remarquera moi, qui a peut-être quelque chose là-dessus. Ouais. Ça marche, merci. Anis, t'as levé la main, et là je vois la vidéo, donc c'est bon, je me trompe pas. Oui, le nom est le bon cette fois-ci. Merci Cédric pour cette présentation qui me sera bien utile pour ce fameux inventaire sur les flux et stocks de contaminants dans le bassin de la Seine que je fais dans le cadre de la ZSN. Et justement, j'étais bien intéressé par le petit tableau que tu as fait sur les niveaux de connaissances qu'on a sur la pollution plastique en fonction des différents compartiments. Donc on voit il y en a certains où on a plus de lacunes que pour d'autres. Et selon toi, quelle serait, on va dire, en termes de priorité de recherche à effectuer à l'avenir, quels seraient là où il y a les plus grosses lacunes ou les enjeux les enjeux scientifiques les plus prégnants, quoi? Ben, là, moi, alors, sur l'histoire de Seine, j'aurais tendance à dire que il y avait des gros enjeux scientifiques de, voilà, est-ce que c'est un vrai problème en histoire de Seine ou pas, il y a quelques années. Aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments pour dire que oui, et qu'on a des choses à faire qui sont ciblées. Là, on parlait de ces zones d'accumulation notamment, des suivis un peu plus pérennes aussi pour savoir vraiment de comment est-ce que ça évolue dans le temps, de l'efficacité de ces actions-là. De liens avec des sites de restauration écologique, de se dire voilà, d'allier les deux problématiques parce qu'elles sont liées. Et ça va poser des nouvelles questions scientifiques. Quand on parle s'il y a des zones qui sont réouvertes ou qui sont restaurées avec des gros nettoyages qui sont faits, finalement, est-ce que le fait que ce soit une zone où il y a eu de l'accumulation de déchets plastiques et des substances chimiques qui ont pu être faites aussi, est-ce que ça va jouer sur la fonctionnalité future de assurée par ces milieux-là? Donc, on peut avoir ce type de questions-là, je pense, en mêlant un peu plus pollution plastique, écologie, gestion du milieu. Donc, il y a celui-ci, et je pense affiner encore un peu notre connaissance des dynamiques, donc d'où ça vient, quand ça vient, avec une idée d'optimiser la gestion derrière, parce qu'on voit bien
ce qui est limitant. Enfin, globalement, aujourd'hui, on pourrait en ramasser beaucoup plus si on y mettait plus de moyens et plus de temps, mais comment est-ce qu'on rend ça efficace, comment est-ce qu'on rend ça efficient? Donc, un peu ce volet-là sur la dynamique, les sources, quand, où. Il y a ça aussi à poursuivre. Voilà, c'est les deux gros axes qui me viennent là, mais là encore, il y a sûrement nécessité de compléter. Et milieu terrestre aussi, on ne s'y est pas intéressé, on est resté très aquatique. Donc, monter un peu plus haut, aller un peu plus loin, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être super intéressant, parce que c'est vrai qu'on a historiquement, sur la pollution plastique, ça avait beaucoup été vu par l'eau. Maintenant, ça commence quand même il y a des choses qui sont faites sur le milieu terrestre. On voit que ça s'enclenche également, mais c'est venu un peu plus tard, un peu après. Et ça aussi, ça serait quelque chose de vachement intéressant à investiguer. Ouais, surtout qu'il y a d'autres contaminants, je pense, où ça pourrait être le cas. Donc, ouais, non, mais ça c'est clair. Hein. Moi, je pense que la pollution plastique, ça fait partie. Alors, elle est visible, donc elle est un petit peu différente, mais ça fait partie de ce cocktail de contaminants. Et finalement, c'est un peu les mêmes questions qui se posent. Donc, c'est un peu notre pollution parapluie parce qu'on la voit. Mais finalement, c'est valable pour pas mal d'autres substances aussi. Ok, merci beaucoup. Je vais passer la parole aux personnes qui ont levé la main. Il y a 3 questions d'Anne-Sophie Alonier dans le chat. Donc, a-t-on une idée du flux de plastique capté par les stations d'épuration? Première question. Oh, il y a des. Alors moi, ce que j'ai en tête, et là, je laisserai peut-être Johnny Gasperi compléter, qui sera peut-être plus au fait là-dessus, c'est que finalement, on avait un bon abattement des microplastiques dans les steppes quand on comparait l'entrée et la sortie, et qu'il y en a une partie qu'on pourrait retrouver dans les boues, mais finalement, il y en avait beaucoup qui étaient aussi dans les bacs à graisse, enfin, plutôt dans cette partie-là. Et alors, je pourrais regarder, Johnny, tu auras peut-être la comparaison entre ce qui sort de la station et ce qui sort du réseau d'assainissement. Finalement, on a peut-être plus une problématique temps de pluie que fonctionnement normal là-dessus. Il est parti, il ne veut pas m'aider, Johnny. Tant pis. Donc voilà, moi, pour ce que j'avais en tête là-dessus, et je vois l'autre question, une idée du stock historique par rapport au flux à venir. Non, moi, ça, j'ai pas de. Cédric, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon, je t'entends. Ah, super, excusez-moi, je parlais dans le vide. En fait, je pense que la question d'Anne-Sophie, elle est peut-être sur les gros déchets, sur la quantité de macro-déchets piégés dans les refus de dégrillage, par exemple. Je ne suis pas sûr. En tout cas, ce que tu as dit sur les microplastiques, c'est tout à fait vrai. Transfert de la philo vers la filboue. Pour les refus de dégrillage, en fait, on n'a quasiment pas. On a une seule étude qui est disponible à ce jour, c'est à peu près 90 ou 94, une étude qui a été publiée où la classification plastique est très large, elle ne correspond pas tout à fait à la nôtre. Donc, on pourrait faire des choses, mais ces données sont tellement anciennes qu'aujourd'hui, c'est assez difficile d'avoir une idée de la quantité de plastique retenue dans les refus de dégrillage. J'ai David qui a levé la main. Et qui peut prendre la parole. Non, bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, pardon. Oh, pardon, j'ai un petit détour. En fait, je voulais savoir comment, une fois que vous avez ramassé tous les déchets, qu'est-ce que vous faites avec? Comment vous les gérez? Vous collectez dans les berges, tout ça. Est-ce que vous les ramenez directement aux déchetteries ou ça va être ou comment ça se divise en fait? Ça va être cette filière, c'est cette filière-là. C'est déchets. Alors, il y a du tri. Alors, il y a peut-être quelqu'un de Naturolin, j'ai pas tout le monde en visuel qui peut apporter des compléments du département. Ouais, vas-y Brigitte, hein, du département du coup qui gère ces opérations-là. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui.
Oui, alors donc une fois que ces déchets sont ramassés effectivement sur les berges de la Seine, déjà ils sont triés au maximum pour pouvoir les valoriser au maximum. Par exemple, le verre, on retrouve beaucoup de verres, ils sont déposés dans les colonnes d'apport volontaire qui se trouvent dans les voiries sur les sites à proximité. Tout ce qui est plastique, c'est valorisé dans un centre spécifique. Et le reste, effectivement, il y a une partie qui va en déchetterie, une partie qui va en pharmacie, parce qu'on retrouvait malheureusement beaucoup d'aiguilles et de seringues. Voilà, donc ils ont tous trouvé leur filière, mais il faut savoir qu'ils sont bien triés au départ. Et j'en profite pendant que j'ai la main parce que par rapport à la responsabilité, en fait, si on regarde bien la réglementation, tout producteur ou détenteur d'un déchet est responsable de ce déchet, c'est-à-dire qu'il doit en assurer l'élimination ou la gestion. Dans la mesure où il se retrouve dans le fleuve ou sur les berges, malheureusement, il devient orphelin. Donc pour le coup, il n'y a plus personne qui en est responsable. Voilà, moi, ce que nous, on en a retenu. Donc la responsabilité, et là, je vous rejoins sur le fait que tout le monde se renvoie à la balle, puisque c'est devenu un déchet orphelin et plus personne ne veut le gérer parce que tout ça, c'est un coût. C'est bien la problématique. Merci. Merci. Ouais. Je reprends le fil sur le chat. J'ai une question de François Bonis sur en gros, il y en a une autre un peu pareil, quoi. Du ramassage globalement de déchets qui vont transiter par la Seine. Donc il y a des choses qui sont faites, il y a des espèces de barrages flottants, enfin des barrages flottants qui sont gérés par le SIAP au niveau de l'agglomération parisienne, qui permettent de concentrer les déchets plastiques. Au niveau des barrages de navigation, il y a plus ou moins la même chose pour protéger les ouvrages. Donc là aussi, il y a des déchets plastiques, enfin des macro-déchets qui sont récupérés à ce niveau-là. Après, une fois donc ça a du sens clairement dans la zone non soumise à la marée. Après, dans l'estuaire, sur l'eau, avec le phénomène de marée, ça va être compliqué. Maintenant, on a des zones d'accumulation qui existent. Donc, on peut imaginer, ça avait déjà été fait, des pièges à déchets. Donc, de zones vraiment très favorables, une typologie vraiment très favorable à l'accumulation de ces déchets-là, qui peuvent être imaginées, voilà, pour concentrer un peu un maximum au même endroit. Mais ça implique une gestion de ces ouvrages ou de ces solutions-là pour être efficace derrière. Mais clairement, si on dézoome un peu la problématique et on voit derrière, c'est de réduire la pression de pollution plastique au milieu marin, c'est clairement beaucoup plus facile à faire tant qu'on est en Seine ou dans l'estuaire qu'une fois qu'on est dans le milieu marin. Donc, on a aussi, en tant que communauté estuarienne, une responsabilité vis-à-vis de ça, où c'est beaucoup plus simple chez nous qu'une fois que ce soit en mer. Surtout que en plus, ça va se fragmenter au fur et à mesure, donc ça va être des choses encore plus petites. Et donc, on a vraiment quelque chose à jouer sur ces secteurs-là. Une question de Christian Blancard de l'Adréal aussi, qui levait la main tout à l'heure, mais qui a dû mettre sa question là dans le chat. Outre la réduction de l'émission de déchets d'une part et le ramassage sur sites d'accumulation, y a-t-il d'autres solutions pour réduire le transit vers la mer ? C'est un peu ce que je viens de dire, quoi. Du coup, ça va être réduction et ramassage sur les sites d'accumulation. Dans la partie estuarienne, le ramassage là, c'était évoqué des pêches permanentes ou des choses comme ça. Je pense que c'est pareil, quoi. Vu que tout va se déposer à un moment ou à un autre sur les berges, finalement, c'est ce type d'action-là qui vont être à la fois le plus simple et le plus efficace pour le système estuarien. Donc, si on remonte, il y a une autre question d'Anne-Sophie Alonier qui demande s'il y a une explication sur l'absence de lingettes sur les berges. En fait, on en retrouve beaucoup dans les filets réseaux sorties d'assainissement. Ça, c'est vraiment un objet qui est quasiment c'est souvent ce qui est retrouvé en plus grande quantité. C'est une vraie problématique réseau d'assainissement. Après, on pense que ça doit se déposer au fond de la Seine, être assez rapidement fragmenté, et finalement, ça remonte pas et ça va pas se déposer sur les berges. Mais il y a différentes choses comme ça où on a une typologie assez différente du coup de ce qu'on retrouve sur les berges, qui va plutôt être du flottant ou des choses qui peuvent avoir un transfert plutôt en surface ou subsurface qui peuvent se déposer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît très peu aujourd'hui, ce qui va être charrié plutôt sur le fond.
qui est une autre typologie d'objets plastiques dont les lingettes font sûrement partie et qui doivent rapidement se fragmenter. Et la part du flux terrestre dans la pollution en mer, alors j'ai pas les chiffres en tête, entre ce qui vient du terrestre ou par rapport à la pollution d'activité marine en tant que telle, j'imagine c'est ça la question. Non, là moi j'ai pas d'éléments en tête là-dessus. Si quelqu'un en a, entre la part entre le flux terrestre et la pollution marine in situ. Alors, il y a beaucoup de gens qui annoncent un chiffre de 80%, 80% versus 20%. Mais voilà, comme Romain Tramois l'écrit dans le chat, ce 80%, il est quasiment pas étayé aujourd'hui. Donc, cette phrase, elle est reprise par tout le monde, mais vraiment sans argument en termes scientifiques très développés. Alors, une intervention de Joël Garnez. On vous laisse la parole pour la dernière question. Allez-y. Allez-y. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Oui, puisque les plastiques, ce sont des composites d'hydrocarbures, de métaux, d'un tas d'adjuvants, est-ce qu'il y a une substance qui sort un petit peu du lot et qui est considérée comme particulièrement préoccupante? En termes de substances chimiques dans la composition du plastique, hein, c'est ça? C'est ça, voilà. Parce qu'on pense souvent aux métaux lourds, mais il y en a, je ne sais pas si c'est le principal. Bah, ça va dépendre, je pense que ça va dépendre des plastiques, ça va dépendre de leur ancienneté, de leur vie, de ce qu'ils ont pu aussi accumuler au fur et à mesure de leur vie dans le milieu. On va plutôt avoir des effets type perturbateurs endocriniens liés à des phtalates notamment sur des vieux plastiques. On va plutôt être sur cette typologie-là d'effets. Maintenant, c'est assez divers. Enfin, les plastiques, il y a vraiment de tout. Donc, il y a cette typologie-là et surtout, et c'est vraiment le cas pour l'estuaire de Seine, en fait, on a un peu de beaucoup de choses différentes et les plastiques sont aussi à l'image de cette diversité de substances chimiques qu'on peut avoir et ça peut venir alimenter les différents effets toxiques qu'on peut observer sur les organismes aquatiques aujourd'hui. Maintenant, il n'y a pas forcément une typologie unique d'effets liés à cette pollution-là. Et globalement, ouais, là je vois Romain qui met phthalate, bisphénol, donc tout ça, ouais, on va être sur de la perturbation endocrinienne derrière en type d'effet prioritairement affiché là-dessus, mais là c'est pareil, quoi. C'est pas évident de mettre complètement dans les cases. Merci. Hop. Merci à vous. Je te laisse le mot de la conclusion. Je remonterai le chat pour les questions qu'on n'a pas évoquées. Et je vous ferai des retours si on a des éléments ou si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à revenir vers moi et après je pourrai dispatcher vers les personnes ad hoc parce que voilà, moi je ne me fais que le relais et je répète de tout ce qu'on me dit et ce qui est fait sur la scène. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, en tout cas, s'il y a des compléments de questions ou d'éléments qu'on n'a pas traités. On est preneur de ces informations et de ces retours-là aussi.